Tous politiques. En direct sur France Inter, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Pierre Veille. Bonsoir, merci d'être avec nous. Nathalie Kosciusko-Morizet est l'invitée de Tous Politiques. Bonsoir. Bonsoir. Députée UMP de l'Essonne, candidate à la mairie de Paris. Avant cela, il y aura une primaire UMP pour cette élection. Nathalie Kosciusko-Morizet, ancienne porte-parole de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy l'année dernière, ancienne ministre de l'écologie. Pour vous interroger, à mes côtés, Vanessa Schneider du journal Le Monde. Bonsoir. Bonsoir. Et Bernard Pellegrin de l'agence France Presse. Bonsoir. Bonsoir. Les chiffres du chômage, le bilan de quasiment un an de présidence Hollande, le vote solennel du mariage homosexuel cette semaine et bien sûr les municipales à Paris. Voilà quelques thèmes que nous aborderons jusqu'à 19h. Posez vos questions sur Twitter, n'oubliez pas le mot-clé TousPol et bien sûr sur la page de l'émission franceinter.fr. Tous politiques. Pierre Veille, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. D'abord, cette offensive anti-Merkel du Parti socialiste dans un texte qui était en préparation, dénonçant l'intransigeance, l'égoïsme d'Angela Merkel. Jean-Marc Ayrault tweet pour tenter d'éteindre l'incendie. Il parle de l'amitié franco-allemande qui est indispensable. Michel Sapin, le ministre du Travail, lui aussi veut calmer le jeu. C'était ce matin sur iTélé. Le terme de confrontation, c'est celui qui a été utilisé ces derniers jours, est un terme qui est totalement inapproprié. Inadapté. C'est même un contresens dans la relation entre la France et l'Allemagne. Je comprends que dans le texte lui-même, ce terme n'existera plus, heureusement. Il peut y avoir la tendance, la volonté d'exprimer de manière outrancière la réalité d'un débat. Mais si on veut que le débat ait vraiment lieu, il faut éviter les mots qui blessent. Ensuite, je citerai chacun à ne pas trop en faire à partir de quelques mots. Nathalie Kosciusko-Morizet, l'incident est clos ? Écoutez, c'est absurde, c'est dangereux et c'est irresponsable de la part d'un grand parti de gouvernement. Et malheureusement, ça n'arrive pas par hasard. François Hollande a joué sa campagne présidentielle sur quelques mensonges et notamment sur un mensonge sur l'Europe. Il disait, finalement, il suffira que j'arrive, les eaux s'ouvriront devant moi, j'irai en Allemagne. Et j'expliquerai à Angela Merkel comment elle, qui est à la tête d'un pays dont l'économie fonctionne mal, devrait se rapprocher de nos méthodes, à nous qui sommes à la tête d'un pays dont son économie fonctionne bien et la nôtre fonctionne mal. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça et ce qui est fait là est dangereux parce que le couple franco-allemand, c'est le moteur de l'Europe. Parce qu'on ne peut pas chercher perpétuellement dans les autres les causes de nos propres échecs. Parce qu'aussi, c'est une façon de se fuir. On cherche dans les autres les causes de nos propres échecs, alors qu'il faudrait, nous, avoir le courage de regarder les choses en face, de faire face et de se réformer. Vanessa Schneider. Oui, dans une interview au Monde, Alain Juppé parle de péril mortel. Il parle d'une relation de confiance entre la France et l'Allemagne qui serait réduite à néant. Est-ce que vous partagez cette opinion très sévère ? Oui, parce que je pense que c'est dangereux pour l'Europe. Franco-allemand, c'est le couple stabilisateur, mais en même temps le moteur de l'Europe. Mais je pense aussi que c'est dangereux pour la France, parce que chercher des causes dans la relation avec les autres, des polémiques finalement, c'est fuir nos propres responsabilités. Nous devons nous réformer. Regardons les chiffres. On a en France 10 points de PIB, l'équivalent de 10 points de PIB de dépenses publiques en plus que l'Allemagne. C'est 200 milliards par an. On dépense 200 milliards par an en plus pour de la dépense publique. Ces 10 points de PIB, ils se décomposent avec 7 points d'impôts et 3 points de dette. 7 points d'impôts de toute nature, y compris d'impôts qui pèsent sur les entreprises. Donc c'est la perte de la compétitivité. Et 3 points de dette qu'il faut ensuite rembourser. On court après nos dettes. On ne peut pas continuer comme ça. Et le problème, il est chez nous. Il est en nous. Évidemment, la comparaison avec l'Allemagne est douloureuse. Mais ce n'est pas une raison pour invectiver l'Allemagne. C'est une raison pour nous transformer, nous réformer, nous. Quitte à prendre sur certaines choses. Exemple sur l'Allemagne, je pense par exemple à ce qui s'est fait du temps de Schröder sur la réforme du marché du travail. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il faille tout copier. Ça ne veut pas dire qu'il faille tout répliquer. Mais enfin, cessons de chercher dans les autres les causes de nos propres malheurs. Bernard Pellegrin. En même temps, à travers cette polémique, il y a quand même un sujet de fond qui s'exprime, c'est celui
de la nécessité ou non de poursuivre sur la voie de l'austérité. Dans la critique française à l'égard de l'Allemagne, il y a cette idée que l'austérité n'est peut-être pas tout. Et un pays comme les Pays-Bas, c'est passé un peu inaperçu d'ailleurs, vient récemment d'abandonner la voie de l'austérité en disant c'est pas la bonne voie. Donc malgré la polémique, il y a un débat de fond là-dessus. On ne peut pas l'éviter. Oui, à un détail près, c'est qu'il n'y a pas de politique de l'austérité en France. Elle n'a pas été mise en œuvre. On nous dit, le gouvernement nous dit... C'est pas ce que disent ni M. Mélenchon, ni les syndicats. Écoutez, regardons les chiffres. Le gouvernement nous dit, on va réduire les dépenses publiques. Il nous annonce 60 milliards d'euros d'économies pour les 5 ans qui viennent. D'abord, les 60 milliards d'euros sont loin des 200 milliards annuels de différence de dépenses publiques avec l'Allemagne que je citais, mais de toute façon, on n'en voit pas le premier milliard. Le gouvernement n'a pas engagé véritablement la lutte contre les déficits, qui est par ailleurs nécessaire. Donc on ne peut pas incriminer une lutte contre les déficits ou une politique d'austérité qui n'est pas mise en œuvre pour se plaindre de la situation économique actuelle. Qu'est-ce qui se passe depuis un an ? Le gouvernement, finalement, a avancé dans 2 directions. D'abord, la stigmatisation des entrepreneurs, les différentes mesures qui ont accéléré la perte de compétitivité et le manque d'intérêt des investisseurs pour la France. Et du crédit d'impôt à l'égard des 10 entrepreneurs, tout de même. Moi, je prends un exemple très concret en matière de crédit d'impôt qui m'avait beaucoup frappé. Prenons une entreprise comme AXA. Son patron, Henri de Castres, disait dans une interview il y a quelque temps, voilà, avec les nouvelles mesures fiscales de la loi de finances rectificative de juillet dernier, mon entreprise va payer 176 millions d'euros d'impôts en plus. 176 millions d'euros d'impôts en plus. Et puis avec le crédit impôt compétitivité, j'ai calculé, avec 1 an de décalage et entre-temps beaucoup de lourdeur administrative, on me rendra 20 millions d'euros d'impôts. Bon, il va payer 176 millions d'euros de plus, recevoir 20 millions d'euros d'impôts en moins. Qu'est-ce que ça donne ? Ça veut dire qu'il y aura d'abord beaucoup de poids administratif, de lourdeur administrative. C'est une politique illisible, c'est pas plus de compétitivité. C'est ça aujourd'hui la politique économique de François Hollande. C'est pas clair et ça va pas dans le bon sens. Nathalie Kosciusko-Morizet, dans une semaine, 1 an de présidence Hollande. Dans une interview aux agences de presse, François Hollande se déclare pas impressionné par la crise, les mauvais sondages, les épreuves. Il maintient le cap, suivre son chemin. Ça s'appelle la persévérance. Et il ajoute « J'ai fait des choix en 10 mois, bien davantage qu'en 10 ans ». En réponse à ceux qui dénoncent son indécision, il parle du pacte de compétitivité, réforme du marché du travail, sérieux budgétaire. Que lui répondez-vous ? Oui, écoutez, on n'a pas besoin de beaucoup de démonstrations pour dresser le bilan de François Hollande à 1 an. Donc chacun se souvient de sa campagne, il y a eu des promesses, des engagements, enfin c'était surtout des promesses. Et puis finalement, ce qui allait mal va plus mal, ce qui allait bien va moins bien. Voilà la situation à laquelle on en est. Et personne, les Français le disent, n'a une idée claire de la direction qu'il prend et du projet qu'il propose aux Français. C'était, il faut dire, on récolte aujourd'hui, on récolte pas. C'est la suite de la campagne. On a une campagne qui est une campagne très manichéenne, qui a été une campagne d'invective. La campagne de François Hollande, c'était très pour ou contre Nicolas Sarkozy. Bon, les Français ont été pour ou contre Nicolas Sarkozy, mais de toute façon, ça fait pas un projet pour la France et ça fait pas un projet pour l'avenir. Et on le voit aujourd'hui. Qui peut dire aujourd'hui quel est le projet de François Hollande pour la France ? Quelle est sa philosophie économique, sociale ? Personne. C'est ça d'ailleurs le grand trouble. C'est ça qui aujourd'hui suscite autant d'opposition de tous côtés. Tous les opposants ne seraient pas d'accord sur ce que c'est le projet alternatif, mais ils sont tous d'accord pour dire on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas ce qu'il nous propose. Vanessa Schneider, Le Monde. Oui, François Hollande pointe quand même du doigt la lourdeur du bilan dont il a hérité, bilan que vous avez défendu pendant la campagne présidentielle en tant que porte-parole de Nicolas Sarkozy, et en particulier ce chiffre du chômage qui s'est spectaculairement alourdi lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais à quel moment est-ce que François Hollande va chercher des excuses plutôt que de prendre ses responsabilités? À quel moment est-ce que lui, d'ailleurs, et les socialistes du gouvernement, parce que ça, c'est le discours de tous les membres du gouvernement, notamment en réponse aux questions au gouvernement à l'Assemblée nationale le mardi et mercredi, à quel moment ils vont considérer qu'ils sont en responsabilité? Aujourd'hui, et ça fait quelques temps, quelques semaines, quelques mois, on a en moyenne 1000 chômeurs, un peu plus en plus par jour en France. 1000 chômeurs en plus par jour. À la fin du mois, ça fait une ville de taille moyenne en plus au chômage.
avec tout ce que ça représente comme malheur autour d'eux, les familles, tous les Français aujourd'hui sont concernés. Michel Sapin disait ce matin que c'était exactement la même chose sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous savez, il y a un moment où ça c'est beaucoup. D'abord, 1000 chômeurs par jour. Moi, je vous ai jamais dit qu'il n'y avait pas de crise. Et j'ai même rappelé tout à l'heure, j'étais le porte-parole de Nicolas Sarkozy pendant la campagne. Nous, on a beaucoup parlé de la crise. François Hollande a passé sa campagne à nous expliquer qu'il n'y avait pas de crise, qu'il n'y avait pas de problème, que le problème, c'était Nicolas Sarkozy, qu'il n'y avait qu'à sortir Nicolas Sarkozy et qu'après, tout serait fini. Il a voulu nous dire qu'il était magicien et que sa baguette magique, c'était ça. Et puis après, juste lui a dit, ah ben finalement, il y avait une crise, j'ai oublié de vous dire, vous en parlez. Premier mensonge. Deuxième mensonge, il devait inverser ça. Il nous a présenté, au 1er janvier de cette année, il nous a présenté dans ses vœux un calendrier avec une date unique. La date unique, c'était fin 2013, on allait inverser la courbe du chômage. Et puis finalement, il est en train de nous dire que ça ne se fera pas. Comme d'ailleurs tous les objectifs sur lesquels il s'était engagé. Il s'était engagé sur la croissance. Finalement, il n'y a pas la croissance prévue. Il s'était engagé sur la réduction des déficits. Finalement, il n'y aura pas la réduction des déficits prévus. Il s'était engagé sur le chômage. Finalement, il n'y aura pas la réduction du chômage prévu. On est à 3 200 000 personnes en matière de chômage. Ma question, c'était est-ce que vous n'êtes pas les uns et les autres impuissants face à cette question du chômage? Non, ça, c'était le discours de Lionel Jospin au début des années 2000. Face au chômage, on a tout essayé. Moi, je ne crois pas qu'on ait tout essayé. En revanche, je ne vous dirai pas que c'est facile. Je ne vous dirai pas que ça peut se faire avec un coup de baguette magique, comme François Hollande nous l'a dit pendant la campagne. Mais je crois qu'on n'a pas tout essayé. Et que pour essayer, pour faire les choses tout simplement, il faut avoir des idées claires. Alors justement, moi, je vous propose une idée claire. Donnez-nous des solutions pour faire baisser le chômage. Je vous propose une idée simple. Nous sommes en situation de guerre économique. Il y a eu par le passé d'autres guerres. Aujourd'hui, c'est la guerre économique. Tous les pays du monde, toutes les entreprises du monde se battent pour avoir des marchés. Nous aurions tort de croire que nous sommes les seuls à être en situation de crise. Même un pays qui a une forte taux de croissance. Regardez un pays comme la Chine. Ils ont un taux de croissance élevé que nous envions. Mais vous savez, la Chine a moins de 7% de croissance. Ils n'absorbent pas leur exode rural. Donc ils sont eux aussi en situation de guerre économique. Ils veulent les marchés que nous voulons. Eh bien, quand il y a la guerre, Nathalie Kosciusko-Morizet, ce soir, avez-vous des solutions pour faire baisser le chômage? Je finis, je vous les donne. Quand il y a la guerre, il faut se poser la question de savoir qui est au front. Et faire deux choses. D'abord, aider ceux qui sont au front. Ceux qui sont au front, c'est les entreprises. C'est les entreprises qui créent de l'emploi. Vous voyez, les contrats d'avenir dans les administrations et les associations, tout le monde a toujours fait de l'accompagnement social du chômage. Mais ce n'est pas comme ça qu'on offre de l'avenir aux jeunes et aux Français. Et donc, il faut aider les entreprises. Et aider les entreprises, ça passe par des gains de compétitivité. Et puis, les guerres, à l'avant, elle se gagne aussi parce que l'arrière est mobilisé. On peut aussi parler de la compétitivité de l'administration, c'est pas un gros mot. Je disais tout à l'heure qu'on a 10 points de PIB de différence entre la dépense publique en Allemagne et la dépense publique en France. Il faut simplifier, il faut alléger. Je vous prends un exemple très concret. On allait vers plus de simplification dans les collectivités territoriales. Parce que l'État fait des efforts sur sa réduction de dépenses, mais tout est transféré dans les collectivités territoriales. On avait supprimé 2500 mandats. On rapprochait les conseils généraux, les conseils régionaux. C'est une mesure qui n'est pas facile à prendre, c'est une mesure qui n'est pas simple. François Hollande, boum, a décidé qu'on allait faire le contraire. On a remis en place 2500 mandats d'élus. On recommence à multiplier les administrations. Là, pour la métropole de Paris, pour faire baisser le chômage. Mais moi, en vous entendant, Madame Kosciusko-Morizet, j'ai l'impression que vous avez le même programme que François Hollande. Je vous dis exactement le contraire. Ce que vous venez d'indiquer, c'est quelque part un petit peu ce qu'il met dans sa boîte à outils. Quand vous dites la nécessité, par exemple, de faciliter l'emploi, etc., c'est ce qu'il a proposé. Quand vous... Les crédits d'impôt que vous avez balayés d'un revers de main tout à l'heure, c'est une mesure qui va, encore une fois, en direction des entrepreneurs. On n'est pas du tout d'accord. Prenons l'exemple du crédit d'impôt. Le choc de simplification, on peut trouver l'expression amusante, mais elle va dans le sens de ce que vous venez d'indiquer. Non, pas du tout. C'était Bernard Pellman. Je vous prends l'exemple du crédit d'impôt. On avait fait... On peut nous reprocher de l'avoir fait trop tard. Et c'est un reproche que j'entends. On avait fait la TVA anti-délocalisation, qui est une mesure simple, parce que c'est une mesure de baisse des charges. François Hollande, après avoir dit qu'il n'y avait pas de problème du coût du travail, était gêné vis-à-vis de cette mesure. Donc finalement, il a considéré qu'il y avait un problème de coût du travail, mais il a aboli cette mesure. Il en a mis une autre à la place, qui... Vous avez raison, s'inspire de la même philosophie, alléger le coût du travail, sauf que ça va être fait 1 an plus tard, avec 1 an de décalage de plus, parce que c'est une mesure calculée ex post, avec beaucoup de coûts administratifs en plus, parce qu'un crédit d'impôt, c'est plus compliqué qu'un allègement de charges. Bref, c'est un peu la même philosophie, en moins bien, en plus lourd.
Premier exemple. Je vous prends un deuxième exemple. On parle de la formation des chômeurs. On parle de l'accord qui a été passé par les partenaires sociaux. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est un accord qui allait dans le bon sens. Simplement, c'est un accord dans lequel il y a un angle mort complet qui est celui de la formation des chômeurs. Aujourd'hui, en France, vous avez moins d'un chômeur sur 10 qui est en formation. Parmi ceux qui demandent une formation, il y en a moins d'un sur 2 qui aura sa formation. Et la plupart des formations, on les a tardivement et sont des formations qui sont trop courtes pour être qualifiantes. Il y avait une mesure. Là aussi, on peut nous reprocher de ne pas l'avoir mise en œuvre assez vite. Mais enfin, elle a été proposée dans la campagne présidentielle. Elle gagnerait à être reprise. Qui consistait à dire on va utiliser l'argent de la formation professionnelle, 35 milliards d'euros, pour former les chômeurs. Considérons qu'un chômeur en formation, il est en quelque sorte en pré-embauche, ce qui permettra techniquement, d'utiliser ces 35 milliards d'euros pour le former, pour l'accompagner vers le marché du travail. On sait qu'il y a des types d'emplois qui ne sont pas pourvus parce qu'on manque des personnes qualifiées sur ces postes-là. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça ? Pourquoi est-ce quand Renault rapatrie à Flins la fabrication de 80 000 voitures de Nissan, si je ne m'abuse, et que les syndicats qui ont signé l'accord s'en réjouissent, est-ce qu'il n'y a pas là un mouvement qui est en train de se créer ? Mais bien sûr que tout le monde s'en réjouit. Mais attendez, bien sûr que tout le monde s'en réjouit. Évidemment que c'est une bonne nouvelle que ces 82 000 voitures qui vont être fabriquées à Flins. Mais pour 82 000 voitures fabriquées à Flins, il y a combien d'entreprises françaises aujourd'hui qui souffrent du défaut de compétitivité ? Je vous prends un autre exemple sur le secteur des nouvelles technologies. Je reviens vers l'affaire des pigeons de cet automne. Vous savez, le secteur des nouvelles technologies s'est beaucoup inquiété, et avec raison, d'une très forte hausse de la fiscalité sur les plus-values de cessions mobilières. Concrètement, aujourd'hui, un investisseur qui investit en France, dans la plupart des cas, sera taxé sur ses plus-values de cession mobilière avec un taux qui approchera 60%. Il y a des pays où c'est 25 à 30%. Est-ce qu'on peut s'étonner, est-ce qu'on doit s'étonner que les investisseurs aillent dans ces pays ? Moi, je connais des gens qui sont en train de lancer des boîtes dans le secteur des nouvelles technologies, qui ont été confrontés à des investisseurs qui leur disaient « Écoute, ton projet, il est bien, mais tu vas la monter à Bruxelles ou tu vas la monter à Londres, parce que si tu la montes à Paris, ça nous intéresse moins. » François Hollande devrait annoncer des mesures dans ce domaine demain à l'Élysée lors des assises de l'entrepreneuriat. Écoutez, peut-être qu'il reviendra un peu sur le mal qu'il a fait cet automne, mais c'est quoi cette politique de gribouille ? Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'il a fait tout ce mal à l'automne ? Parce que vous savez, entre-temps, ça a été à la une de tous les journaux internationaux, mais ça fait du mal à l'image de la France. Et puis, vous savez, quand on tue comme ça un secteur, c'est pas seulement les entreprises qui sont là qu'on tue, c'est l'espérance d'une génération. Je prends l'exemple du numérique. Vous avez une génération qui voit une espérance de création d'emplois, une espérance tout simplement de renouveau, disons les choses, d'un secteur dans lequel on va pouvoir être bon. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on n'a pas de matières premières, mais on a des très bons ingénieurs, des ingénieurs qui ont de la créativité et qui nous sont enviés, qui sont reconnus dans ce secteur-là au niveau mondial. Pourquoi avoir, avec une telle désinvolture, pris des mesures tellement néfastes ? Alors, il y a un sondage IFOP qui est publié aujourd'hui dans le JDD. Près de 4 Français sur 5, 78% seraient favorables à un gouvernement d'union nationale gauche-droite, intégrant aussi des personnalités de la société civile jugées plus efficaces, notamment pour lutter contre le chômage. Nathalie Kosciusko-Morizet, souhaitez-vous cette union nationale ? Ouais, bon, quand il y a des bonnes mesures, moi je souhaite qu'on se réunisse le plus largement autour d'elles. Et c'est ce que j'ai pratiqué quand j'étais ministre, par exemple. J'ai obtenu le vote à la quasi-unanimité de la loi Grenelle 1, ou auparavant, quand j'étais députée, que j'avais été le rapporteur de la charte constitutionnelle de l'environnement, j'avais beaucoup milité pour essayer d'obtenir le vote le plus large possible, parce que je crois que la charte constitutionnelle de l'environnement le méritait. Simplement, on se réunit sur des idées. La question, c'est pas qui on met dans les ministères. On s'en moque, c'est un sujet très secondaire. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Et aujourd'hui, je le disais, on ne sait pas quel est le projet de François Hollande pour la France. On ne sait pas quelles mesures il pourrait mettre en œuvre qui porteraient l'union nationale. Bien au contraire, les mesures qu'il met en œuvre ne suscitent pas l'union, et la méthode qu'il applique pour les mettre en œuvre n'est pas celle de la recherche de la cohésion nationale ou de l'union. Vanessa Schneider. Donc pas d'union nationale possible selon vous. C'était une idée de François Bayrou. C'est François Bayrou qui a proposé ça. Mais encore une fois, pour porter quel projet ? Pour faire quoi ? La question, c'est pas qui est-ce qu'on met dans les ministères. La question, c'est même pas qui est-ce qu'on met à Matignon.
Vous parlez de François Bayrou. Moi, je ne suis pas surprise. François Bayrou a voté François Hollande. Enfin, depuis, il critique énormément la politique qui est menée François Hollande. Il dit que le gouvernement va dans le mur. Alors quoi? Il propose de monter dans la voiture qui va dans le mur pour faire quoi? Pour actionner le klaxon? Ou alors, c'est pour un autre projet. Mais quel autre projet? Parlons d'abord de ce qu'on veut faire. Et vous parliez tout à l'heure de guerre économique. Et vous disiez avec force et solennité, on est vraiment dans une guerre économique. Est-ce qu'une guerre de cette intensité-là, elle ne nécessite pas un minimum de consensus des responsables, des décideurs de gauche, de droite? Autrement dit, sans parler de gouvernement d'union nationale, est-ce qu'il n'y a pas un petit noyau dur sur un certain nombre de sujets où on pourrait imaginer que la classe politique fasse cause commune? Bien sûr, mais encore une fois, sur quel sujet? Je leur dis, je pense qu'il faut baisser la dépense publique. Et il faut baisser la dépense publique au niveau central et dans les collectivités. François Hollande, en ce moment, depuis quelques mois, fait le contraire, notamment dans les collectivités, comme on remet les 2500 mandats, qu'on remet la clause de compétence générale qu'on avait supprimée. Vous savez, je voudrais que les Français entendent ça. Quand on a fait cette loi de réforme territoriale, qu'on a supprimé 2500 mandats, qu'on a supprimé la clause de compétence générale dans les collectivités, on a fait œuvre de simplification. Ça a été difficile parce que supprimer des mandats, c'est pas porteur politiquement, hein, c'est pas porteur auprès des élus. Politiquement, c'est une des raisons pour lesquelles on a perdu le Sénat. Moi, je prétends que c'était un acte courageux sur lequel le gouvernement de gauche est revenu avec énormément de légèreté. Oui. Voilà. Alors sur ces sujets-là, par exemple, ils proposent quoi? Vanessa Schneider. En même temps, on a un président de la République qui est extrêmement impopulaire, qui a, selon certains sondages, franchi la barre des 25%, c'est-à-dire en dessous des 25% de bonnes intentions. On assiste également à une montée, en tout cas ce qui est mesuré dans les sondages, des extrémismes, des populismes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer de Premier ministre, changer de gouvernement, faire un gouvernement resserré. Est-ce qu'il y a, selon vous, des mesures qui s'imposent pour la gouvernance? Il y a une mesure qui s'impose, c'est la vérité. Moi, je le redis, je l'ai montré par le passé, par exemple sur le Grenelle de l'environnement, mais aussi sur d'autres sujets, récemment sur l'intervention au Mali que j'ai soutenue, ou encore sur le vote du traité européen l'été dernier. François Hollande a repris ce traité qui avait été négocié par Nicolas Sarkozy. Il se serait honoré de dire tout simplement que c'était le même traité et qu'il s'était trompé pendant la campagne en disant qu'il voulait le renégocier. Mais enfin, il a repris et on l'a voté. Donc voilà, et quand il y a des choses qui se font, qui sont bien, il faut pouvoir les voter. De la même manière, moi, je ne me suis pas opposée à la loi qui reprenait l'accord entre les partenaires sociaux, même s'il avait été légèrement modifié, ce qui a motivé plutôt une abstention. Mais enfin, je ne m'y suis pas opposée parce que je pense que ça allait dans le bon sens. Mais pour aller plus loin, il faut se mettre d'accord sur un projet. Et ça commence par la vérité. Écoutez, François Hollande a menti pendant la campagne présidentielle en disant aux Français que le seul départ de Nicolas Sarkozy allait changer les choses, en ne proposant pas véritablement de projet sur certains sujets, en vendant du rêve. Écoutez, il s'est trompé, il doit le reconnaître aujourd'hui. Ce serait peut-être... Il n'y a pas de honte à reconnaître qu'on s'est trompé. Et c'est... Finalement, ça permettrait peut-être de repartir sur des bases plus saines. Parce qu'on voit bien aujourd'hui à quel point il est gêné par sa majorité. Il est prisonnier de ses propres mensonges. Certains lui demandent de mettre en œuvre ses promesses. D'autres, plus raisonnables, savent bien que ces promesses-là étaient fondées sur du mensonge. Eh bien, je crois que la seule solution aujourd'hui pour avancer dans la bonne direction, c'est de reconnaître qu'il a menti ou qu'il s'est trompé. On pourra entendre qu'il s'est trompé. S'il ne veut pas dire qu'il a menti, je le comprendrai très bien, mais au moins qu'il s'est trompé. Mais le malaise des Français face à la classe politique qui est de plus en plus évident et qui s'exprime de plus en plus à travers les sondages ne compte pour rien dans l'évolution que cette classe politique doit suivre. C'était Bernard Pellegrin de l'agence France-Presse. Mais le mensonge compte pour beaucoup dans le malaise des Français. Je vous réponds, le mensonge compte pour beaucoup dans le malaise français. Nous avons besoin de la vérité. La crise sociale, la crise économique, la crise morale se nourrissent du mensonge. Nous avons besoin de la vérité, nous avons besoin de la sincérité, nous avons besoin en matière économique de la lucidité. Justement, il y a encore un sondage. 7 Français sur 10, 70% estiment que la France pourrait connaître une explosion sociale au cours des prochains mois. C'est un sondage IFOP pour Dimanche Ouest France. Vous le craignez aussi ? Si on sent bien que l'insatisfaction, et pour tous ceux qui avaient cru à la gauche, la déception, sont très fortes. Je dis pour tous ceux qui avaient cru à la gauche, parce que moi je ne soutenais pas François Hollande, vous l'avez rappelé tout à l'heure, donc je ne porte pas la même déception. Mais le risque d'une explosion sociale. Encore que très franchement, je ne pensais pas
qu'on aurait dans certains ministères un tel niveau d'incompétence, franchement. Je ne croyais pas. Exemple. Oh, écoutez, moi, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Si. Mais non, je ne veux pas rentrer dans la polémique. C'est même plus le sujet. Un ou deux ministères particulièrement incompétents. C'est même plus le sujet. C'est pas. Je trouve qu'il y a sur certains sujets un manque complet de cohérence. Par exemple, sur les questions de justice et de sécurité, un manque complet de cohérence. Moi, je voudrais qu'on m'explique la cohérence. Taubira est incompétente. Je voudrais qu'on m'explique la cohérence qui existe entre le discours de Manuel Valls et l'action de Madame Taubira. Moi, je n'ai toujours pas compris quelle était la différence entre un camp de Roms évacué du camp de Nicolas Sarkozy et un camp de Roms évacué par Manuel Valls. Et je ne comprends pas la cohérence entre un discours qui se veut ferme et républicain de Manuel Valls et les circulaires de Madame Taubira sur la délinquance. Je ne comprends pas. Mais c'est deux lignes qui s'affrontent ou c'est une incompétence face à une compétence? Mais attendez, si elles s'affrontaient, ce serait intéressant, parce qu'il pourrait y avoir un débat, et puis il en sortirait quelque chose, il en sortirait une décision, mais c'est surtout un vaste mensonge. Il y a un discours devant et puis une action derrière qui est très différente. Vous savez, je fais un parallèle avec ce qui se passe au niveau de la sécurité à Paris, la mairie de Paris. On déplore la mendicité agressive, mais on demande, à peine la gauche arrivée au pouvoir, l'abrogation des arrêtés anti-mendicité. Il y a 2 semaines, le Louvre a été fermé parce qu'il y avait trop de pickpockets. Mais est-ce qu'on sait que la municipalité socialiste a demandé l'abrogation des arrêtés anti-mendicité qui permettent, sans résoudre entièrement le problème, au moins d'essayer d'y faire face? On tourne une page. Tous politiques. Pierre Veille, avec les rédactions du journal Le Monde et de l'agence France Presse. Le mariage homosexuel solennellement adopté mardi à l'Assemblée nationale après des semaines de débats virulents au Parlement et dans la rue. Écoutez le témoignage de Nelly recueilli par Jules Brelaz de France Bleu Périgord. Nelly satisfaite après ce vote mais choquée par tout ce qui a été dit lors des discussions. On a vu cette montée d'homophobie, de haine, et c'est vrai que, en tout cas pour ma part, ça a un peu refroidi. Comme pour les opposants, les enfants, voilà, eux, ils ont mis les enfants en avant. Et moi, c'est pareil, j'ai des enfants. Il y a des choses qu'ils ont entendues que j'aurais préféré qu'ils n'entendent pas. Quand j'ai mon fils qui vient me voir en me disant « Tu sais, maman, la nouvelle, c'est qu'apparemment, les enfants d'homo vont devenir des terroristes ou vont être eux-mêmes homos. » Pour nous, ça a été difficile, mais aussi pour nos enfants. Mais oui, mon souhait, c'est de me marier avec ma compagne avec qui je suis depuis presque 17 ans. Mais voilà, il y a un petit goût amer quand même dans la bouche. Et on va laisser en tout cas passer quelques mois avant d'envisager un mariage. Nathalie Kosciusko-Morizet, vous êtes abstenue lors de ce vote. Comment réagissez-vous à ce témoignage? L'opposition, l'UMP, ils ont une part de responsabilité dans ce climat difficile? Je crois qu'on est beaucoup à avoir souffert du climat de tension autour de ce sujet. Qui l'a créé? Et moi, je pense que la méthode du gouvernement n'était pas la bonne. Je le dis d'autant plus librement que j'ai sur ce sujet une position qui n'est pas majoritaire dans mon propre parti politique. Mais je trouve que la méthode du gouvernement n'était pas la bonne. Sur les questions de société, sur lesquelles, légitimement, pour des raisons culturelles, des raisons de conviction, des raisons profondes, les uns ou les autres ont des points de vue différents, on doit chercher à s'écouter, on doit chercher à rassembler dans la mesure du possible. En tout cas, on ne doit pas chercher le gain politique, on ne doit pas chercher le clivage, on ne doit pas chercher la division des Français. Il y avait d'autres méthodes, il y avait d'autres façons de faire. Je pense notamment à celle que nous avons mis en œuvre sur la question de l'euthanasie au moment de la loi Leonetti. Nous avions réuni dans une commission des députés de droite et de gauche qui, pour des raisons personnelles, avaient été confrontés au problème de l'accompagnement de la fin de vie. Ça s'était fait loin des caméras. Du coup, il n'y avait pas de posture politique et les députés avaient évolué. Tout le monde s'était écouté et finalement était tombé d'accord sur un texte qui avait été voté à la quasi-unanimité. Je pense que c'est la méthode que nous aurions dû adopter sur le mariage des personnes de même sexe. Après, sur le fond, moi je le dis, j'ai sur ce sujet une position qui, je le sais, n'est pas majoritaire dans mon parti politique. Certains m'ont conseillé, notamment à l'occasion de la primaire, m'ont dit « Ah là, mais il faut que tu en changes. » Non, moi je pense que la ville de Paris a besoin d'un maire, pas d'une girouette. Et mes convictions qui sont connues depuis longtemps sur ce sujet... Mais pourquoi l'abstention? C'est un peu illisible, l'abstention. L'abstention parce que je suis favorable, je le suis depuis longtemps, à ce qu'on donne plus de légitimité à l'amour homosexuel. Je l'avais dit, par exemple, sollicité comme maire de Longjumeau sur la question de savoir si je pourrais célébrer des Pâques en mairie depuis plusieurs années. J'avais dit oui.
Et je pense que nous aurions dû, nous, aller au bout de cette proposition qui était celle de Nicolas Sarkozy en 2007 d'union civile. De la même manière, je pense que les enfants qui sont élevés dans des couples de familles homosexuelles, et on entendait Nelly tout à l'heure, ont droit à la même protection que les enfants qui sont élevés dans des couples de familles hétérosexuelles. Et pour cette double raison, je ne me voyais pas voter contre ce projet de loi. Pour autant, je critique fortement la méthode du gouvernement. Et il y a dans le projet de loi quelque chose qui, moi, me gêne beaucoup, qui est l'adoption plénière. L'adoption plénière n'était pas indispensable pour résoudre les cas qui existent. L'adoption plénière me semble paver le chemin vers la PMA et la GPA. Et là, j'y suis très hostile. C'est la raison pour laquelle je ne voulais pas, moi, voter pour ce projet de loi. J'ai choisi l'abstention. Vanessa Schneider. Les opposants au mariage pour tous n'ont pas baissé les armes, bien au contraire. Il y a des manifestations qui sont prévues. On a observé une certaine radicalisation dans le mouvement, des actes violents, une montée de l'homophobie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous savez, d'abord, je crois qu'il faut faire la part. Enfin, il faut être honnête sur ce sujet-là. La radicalisation n'est pas dans le mouvement. Moi, je connais des gens qui sont dans ce mouvement. J'ai rencontré les organisateurs du mouvement, Madame Brigitte Barjot, par exemple. La radicalisation n'est pas dans le mouvement. Il y a en marge du mouvement des gens qui se sont radicalisés et qui d'ailleurs donnaient une mauvaise image au mouvement, qui est déploré, qui était présent dans les manifestations, qui est déploré par l'immense majorité de ceux qui manifestent. Il faudrait dans ce pays qu'on puisse entendre les différences de conviction sans les traiter par le mépris, l'insulte ou la caricature. Oui, mais maintenant la loi a été votée, alors vous dites quoi? Il faut arrêter, il faut passer à autre chose ou... Ah ben, moi, personnellement, je n'étais pas allée manifester, je n'étais pas sur cette position-là et je n'irai pas plus manifester par la suite. Et je ne crois pas que personne pourra revenir sur cette loi. Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit du tout quelque chose de raisonnable. Je pense qu'il faut pouvoir le dire. En tout cas, moi, je le dis. Je sais que certains ne veulent pas l'entendre, mais je le dis. Je pense que c'est un discours de vérité que de le dire. Bernard Pellegrin, l'agence France-Presse. Je crains que ma question ne vous plaise pas, mais je la pose quand même. Ce sont les meilleurs, allez-y. Voilà. Est-ce que cette position n'est pas un tout petit peu liée au fait que, candidate pour la mairie de Paris, le 4e arrondissement pèse en termes, qui est le quartier homosexuel de Paris, pèse un petit peu de son poids politique? Pardon de vous dire que je trouve ça très stigmatisant ce que vous dites. Il y a des homosexuels dans beaucoup de quartiers de Paris et pas seulement dans le 4e arrondissement. Et le 4e arrondissement n'est pas le quartier homosexuel de Paris. Autrement dit, est-ce que le vote homosexuel... dans le 4e arrondissement. Non, mais je vous dis parce que... vote homosexuel entre dans votre décision. Et je vous ai répondu tout à l'heure, et je vous le redis encore, et si vous avez des doutes, vous allez voir sur mon blog, ou vous allez chercher dans les archives de la presse. Moi, ça fait des années que sollicité sur cette question, je réponds avec une grande constance. Je vous ai dit, par exemple, sollicité sur la question de savoir si je pacserais en mairie, j'ai toujours dit oui. Ça fait longtemps que je trouve que nous aurions dû aller plus loin sur la reconnaissance de l'amour homosexuel, la légitimation de l'amour homosexuel en quelque sorte, et je regrettais, je l'ai dit d'ailleurs dans la précédente mandature, qu'on ne soit pas allé au bout de cet engagement qui avait été pris par Nicolas Sarkozy en 2007, qui était celui d'union civile. J'ai d'ailleurs porté avec député maire du Touquet, Daniel Fasquelle, une proposition sur l'union civile. Voilà, c'est pas une position qui est nouvelle de ma part. Si vous êtes maire de Paris un jour, vous marierez les couples homosexuels. Mais je l'avais dit bien avant d'ailleurs que la question se pose en termes mairie de Paris. Les municipales à Paris, on vient d'aborder le sujet avec Bernard Pellegrin. Rachida Dati se retire, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle n'ira pas aux primaires UMP contre vous et elle dit NKM a déjà été choisi par les médias et le système. La réalité est là, même si je le regrette pour les autres candidats. Alors, est-ce qu'on peut dire, Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'il n'y a plus de suspense? La primaire UMP est-elle devenue, comment dire, une opération plébiscite pour vous? Il y aura en face de vous que des troisièmes couteaux. D'abord, écoutez, c'est extrêmement désagréable pour eux, ce que vous dites. Et mes concurrents ont chacun une légitimité qui leur est particulière. Ils l'ont montré lors du premier débat pour les primaires qui était organisé par France 3 vendredi soir. Et une élection, par définition, c'est toujours ouvert. Il n'y a pas de suspense. Bah écoutez, c'est vous qui le dites, moi je ne suis pas d'accord, je ne le vis pas comme ça, de toute façon je vis par principe toute élection à fond. Je pense en plus que c'est l'occasion d'avoir un débat enrichissant, encore une fois on l'a montré à l'occasion des primaires, d'exposer des projets, d'exposer des différences sur certains points, d'exposer des divergences. Concernant Rachida Dati, on en avait parlé ensemble avant.
Rachida Dati, au début, souhaitait la primaire. Moi, je regrette qu'elle ait renoncé à participer à ce débat. Mais de la même manière que je le disais avant qu'elle renonce, je le dis après, Rachida a de toute façon toute sa place dans cette campagne. Elle a un tempérament, une expérience de maire du 7e, de ministre, qui sont les bienvenus et qui seront utiles dans cette campagne. Et je suis sûre qu'elle y participera de manière extrêmement active. Et puis, enfin, sur la question du système. Vous savez, une primaire, c'est la meilleure arme anti-système. Oui. Ben oui, une primaire, c'est la possibilité donnée à tous les électeurs parisiens, parce que ce n'est pas une primaire UMP, droite et centre, hein, c'est tous les électeurs parisiens qui le souhaitent, qui veulent l'alternance à Paris, qui choisissent leur candidat. C'est la possibilité qui leur est donnée de choisir leur candidat. C'est exactement le contraire du système. Le système, c'est quand c'est une commission d'investiture ou les états-majors du parti politique, ou comme ça se fait à gauche, le maire sortant qui choisit sa dauphine. Ça, c'est un système quasi monarchique. C'est le dauphinat, oui, ça c'est le système. Mais une primaire, non. Donc il y a un énorme suspense avant le résultat de cette primaire. Écoutez, en tout cas, il y a un processus. Beaucoup de gens sourient. Hein. En tout cas, il y a un processus démocratique. Ben oui, il y a un processus démocratique, il y a un processus transparent. Les Français sont en quête de transparence. Il est fini le temps, même si certains le pratiquent encore, il est fini le temps où ça se faisait sur un coin de table, dans une arrière-salle de café, entre quelques responsables politiques. Et puis après, on allait voir les électeurs et on leur disait, t'es de droite, tu votes pour celui-là, t'es de gauche, vote pour celui-là. Ça marche pas comme ça. À Paris, en tout cas chez nous, ça marche pas comme ça. Les Parisiens peuvent choisir leur candidat. Vanessa Schneider. Vous comptiez tout de même sur cette primaire avant le retrait de Rachida Dati pour obtenir une médiatisation forte et un lancement de campagne, une première étape de la campagne qui aurait été sous le feu des projecteurs. L'absence de suspense tue un peu votre stratégie. Non, alors Vanessa Schneider, il n'y a pas de médiatisation à rechercher. Les médias d'ailleurs sont, je trouve, très emballés, presque trop, sur cette élection parisienne parce qu'on est à 1 an d'élection et il y a des articles partout, il y a une espèce de pression médiatique qui est intense. La primaire n'est pas nécessaire pour la pression médiatique. Je trouve même que médiatiquement, ça part très très vite. Non, la primaire, elle est, moi, de mon point de vue, utile parce que c'est... Écoutez, je ne connais pas de meilleure façon de faire de la politique que de donner la parole aux électeurs. Voilà, je ne connais pas de meilleure façon de faire de la politique. On s'est tellement plaint par le passé, et avec quelques raisons, que les processus de désignation étaient opaques. On s'est tellement plaint aussi à droite que la droite était dans une espèce d'entre-soi, de bataille, pour tout dire, de chicaya interne. Et bien ça, c'est fini. C'est fini. Vous avez aujourd'hui des candidats qui sont capables de débattre positivement entre eux et qui sont en train d'aller à la rencontre des Parisiennes et des Parisiens en disant « La parole est à vous, c'est vous qui choisissez votre candidat pour l'alternance ». L'agence France-Presse, Bernard Pellegrin. On dit souvent, on lit souvent que vous avez une chance pour cette mairie de Paris parce que vous êtes à droite celle qui est capable de séduire les bobos, et que Paris étant une ville bobo depuis plusieurs décennies maintenant, vous êtes peut-être en situation de gagner. J'ai juste une petite question comme ça. Définissez-nous, pour les auditeurs de France Inter, ce qu'est un bobo. Eh bien justement, j'allais vous poser la question. Parce que le mot bobo est un terme qui revient alors, mais à foison dans la bouche des journalistes. Moi, je ne l'utilise pas, parce que je ne sais pas ce que c'est qu'un bobo. Je vais vous dire, ça revient dans la bouche des journalistes et ça revient dans la tête des socialistes. Ça, c'est un truc des socialistes, et singulièrement des socialistes de la ville de Paris. Ils aiment bien les cases. On a l'impression que chez eux, et dans leur tête, c'est rempli, vous savez, de cartonniers. Il y a des boîtes. Alors, ils vous enferment dedans. Donc, vous avez les Parisiens de l'Est et les Parisiens de l'Ouest, vous avez les bobos, vous avez les classes populaires. En fonction de votre origine socio-professionnelle, en fonction de votre boulot, vous avez l'impression que vous êtes assigné en quelque sorte à résidence politique. C'est autant de prisons dans lesquelles ils vous enferment qui témoignent des prisons qui sont dans leur tête. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je m'adresse à toutes les Parisiennes et les Parisiens de tous les arrondissements. Je vais un peu plus loin. J'ai parfois l'impression qu'à la mairie de Paris, il y a, comme au syndicat de la magistrature, un mur des cons. Celui sur lequel on a épinglé tous ceux qui ne pensaient pas comme soi, tous ceux qu'on ne voulait pas voir. Ah ben virtuel, ouais. Moi je n'ai pas visité les locaux. Non, mais que vous virtuel, bien créez. sûr.
Surtout ceux sur lesquels on a épinglé tous ceux qu'on ne voulait pas voir, vous savez, les automobilistes parce qu'on ne les trouve pas beaux, les Parisiens de l'Ouest parce qu'on les trouve trop riches, etc. Les parents d'élèves qui ne veulent pas la réforme des rythmes scolaires parce qu'ils n'ont pas compris combien c'était génial et combien on allait faire leur bonheur et ceux des enfants malgré eux. Mais vous savez, il y a beaucoup de Parisiennes et de Parisiens qui sont épinglés sur ce mur des cons virtuels, bien sûr. Mais pour reprendre juste Bernard Pellegrin, très, très rapidement ma question, mais autrement, dans la ville de Bertrand Delanoë, il va bien falloir que vous séduisiez un peu ces électeurs. Oui, mais j'aime pas le terme séduction. Si vous voulez. Une élection, c'est une rencontre. Ce qui est vrai, c'est qu'une élection municipale, c'est une élection très particulière. Toutes les élections sont des moments de rencontre, mais il y a un lien charnel, spécial, qui unit un maire avec ses habitants. Oui, c'est vrai. Et une élection municipale, c'est le moment où ce lien se tisse, ou il ne se tisse pas d'ailleurs. Je veux dire, c'est la suite de l'histoire qui dit comment ça se passe. Moi, je sens qu'il y a un mouvement, qu'il se passe quelque chose, et ce mouvement me plaît. Alors justement, Nathalie Kosciusko-Morizet, prenez-vous l'engagement ce soir sur France Inter, si vous êtes élu maire de Paris, de ne vous consacrer qu'à ce mandat de maire de Paris en laissant tomber la présidentielle de 2017 ? La question est un peu virtuelle. Moi, oui, mais vous savez, je l'ai dit, alors je le redis, je peux le redire en boucle, c'est une question qui est très souvent posée par les concurrents, notamment les concurrents socialistes. La concurrente socialiste, c'est Paris est mon unique objectif. Je prends d'une certaine manière tous les risques, j'y mets toute ma passion, j'y mets toute mon énergie. Donc vous n'arrêterez pas au bout de 3 ans ? Écoutez, je trouve ça me semble évident en fait. C'est un tel mandat, ça représente tellement de choses. Mais je le dis aussi, cette question, elle est souvent 2017, posée... ce sera sans mais vous. laissez-moi finir. Je le dis aussi, cette question, elle est souvent posée avec beaucoup d'arrière-pensée. Moi, on voudrait me demander, finalement, de m'excuser de ce que j'ai fait, de ce qu'est mon expérience. Mais non seulement je m'en excuserai pas, mais je la revendique. Oui, j'ai été maire d'une ville de grande couronne, Longjumeau, que je crois avoir transformée dans le bon sens, à laquelle je reste très attachée et je continue à suivre avec beaucoup d'attention ce que poursuit mon équipe municipale. Et je pense que cette expérience me donne une... En tout cas, je pense qu'elle est utile. Oui, j'ai été ministre du Développement durable, j'ai été ministre des Transports, j'ai été ministre du Logement. Comme ministre des Transports, je me suis occupée du RERA, je me suis occupée des extensions de lignes, je me suis occupée de rajouter de l'argent sur les transports existants plutôt que d'attendre seulement le Grand Paris Express, même s'il est important. Oui, j'ai été ministre du Logement, je connais toutes les difficultés d'une politique du logement et j'ai des idées précises sur ce sujet et j'observe avec intérêt... Et je vous parlais de la présidentielle de 2017. Oui. Donc, ça vous intéresse pas le logement à Paris? Si. Non, parce que ça intéresse beaucoup les Parisiennes et les Parisiens. Bien sûr. Donc vous ne serez pas candidate à la primaire pour la présidentielle de 2017. Vanessa Schneider? Est-ce que vous avez pris la décision concernant l'arrondissement dans lequel vous allez vous présenter? Non, je vais vous dire, je l'ai dit. Je serai candidate dans un... Pour moi, Paris, c'est pas un choix de confort. Je vais pas aller me mettre dans un arrondissement tout gagner, tout qui se passe ça. Je serai candidate dans un arrondissement dans lequel ça peut se jouer, dans lequel je peux faire changer les choses. Mais, le 12e? Mais c'est une décision que je... Il y a plusieurs possibilités. C'est une décision que je ne veux pas prendre maintenant pour 2 raisons. D'abord, on est en pleine primaire. On est en train de solliciter les Parisiennes et les Parisiens pour qu'ils choisissent leur candidat pour l'alternance, pour qu'ils choisissent leur tête de liste pour Paris. Et donc, ce n'est pas le temps d'annonce personnelle sur un arrondissement. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'il y a beaucoup d'élus, de possibles candidats et qui voudraient qu'on avance sur ce sujet-là. Et moi, je leur dis avec une grande constance, ce sera l'automne, le temps des listes. Et je m'applique à moi-même ce que je leur dis les concernant. Juste un point, Lionel Jospin, qui écoute actuellement cette émission, nous a appelé. Il tient à préciser qu'il n'a jamais dit pour le chômage, on a tout essayé, c'est François Mitterrand qui l'a dit. Voilà, petit rectificatif. Mais à coup pas. Et en effet. Fact-checking dans la presse. Bernard Pellegrin. Oui, une question rapide. Si vous sortez vainqueur de la primaire, est-ce que vous ferez avec ou sans Jean Tibéri? Mais là aussi, j'ai déjà répondu. Je trouve qu'il y a une...
voilà, et je veux bien répondre 12 fois de suite sur les mêmes sujets, mais vous avez vous-même fait des dépêches AFP sur la question, j'ai déjà répondu. Une supposition encore, vous êtes élu maire de Paris, quelles seraient les 3 ou 4 premières mesures de Nathalie Kosciusko-Morizet qui marqueraient le changement à la mairie de Paris? Il y en aurait beaucoup, je vous en donne 3 sur 3 sujets qui sont parmi, je crois, les plus importants. D'abord, sur le logement. La Ville de Paris a mené une politique qui préserve les plus aisés. Ils peuvent encore se loger dans Paris, qui permet à quelques-uns des plus aidés de trouver un logement, encore que en matière de logement social, c'est beaucoup de la préemption, donc c'est pas des nouveaux mètres carrés et c'est pas forcément des nouvelles familles, mais qui en revanche excluent de Paris de plus en plus de familles de la classe moyenne. Aujourd'hui, quand vous gagnez en couple entre 4 000 et 7 000 euros, ce qui n'est pas rien, mais au prix des loyers parisiens, ce qui n'est pas forcément suffisant, vous avez de plus en plus de mal à vous loger et la ville de Paris ne fait rien pour vous. Moi, je prends un engagement, c'est pour un nouveau logement social, un nouveau logement intermédiaire. Il faut produire du logement pour les personnes, leur donner des solutions pour les personnes qui sont là dans cette espèce de creux, d'angle mort de la politique du logement actuel de la mairie de Paris. Je vous donne une deuxième mesure, un deuxième sujet sur la question de l'environnement, de la pollution. La ville de Paris a mené une politique qui était extrêmement ambiguë, disant d'un côté qu'elle voulait reconquérir la qualité de son air et de l'autre côté continuant à acheter parmi les flottes publiques des véhicules diesel. Deux exemples. En janvier, dans le marché de bennes à ordures, il y a eu un renouvellement des bennes à ordures. Elles ont été renouvelées en diesel. En février, le syndicat des transports d'Île-de-France, dans lequel siège la ville de Paris, le représentant a voté pour, a racheté 286 bus diesel qui rouleront jusqu'en 2028. Et ben, je le dis, moi je trouve qu'il ne faut plus acheter un seul véhicule diesel dans les flottes publiques. Je vous donne un dernier exemple sur les questions de sécurité. 1 minute 45 secondes. Aujourd'hui, le maire de Paris est en quelque sorte un témoin et pas un acteur. Il se tient à distance de toutes les questions de sécurité, quitte à faire des aveux d'impuissance hallucinants. Récemment, il y a eu l'affaire des pickpockets qu'on évoquait. Interrogé, l'adjoint au tourisme a dit « Mais qu'est-ce que vous faites ?» Il a répondu « Ah ben on fait des notes à l'attention des agences de tourisme pour qu'ils disent aux touristes qu'il faut bien fermer son sac à main et prendre un sac banane plutôt qu'un sac à dos. » Ça n'est pas supportable. Moi, je veux que la ville de Paris se réinvestisse sur les questions de sécurité et par exemple demande des comptes pour les 270 millions d'euros qu'elle verse à la préfecture de police qui finance des personnels qui, pour l'essentiel, sont utilisés pour les amendes de stationnement, à mettre des amendes de stationnement. Bien sûr qu'il faut des contraventions sur le stationnement, mais il y a peut-être aussi d'autres priorités en matière de sécurité en ce moment à Paris. Vanessa Schneider. Une dernière question rapide sur l'UMP. Vous n'aviez pas pris parti entre Jean-François Copé et François Fillon. Il va avoir un nouveau vote. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'il y ait un nouveau vote et est-ce que cette fois, vous allez prendre parti ? En tout cas, moi je veux qu'on se tourne sur toutes les questions de ce type vers les militants. Certains ont dit qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux votes. Moi, je dis, ça n'est possible que si les militants le valident. Donc, il faut d'abord interroger les militants pour savoir s'ils vont revoter ou pas. Non, soit on fait un nouveau vote, soit si on ne veut pas de nouveau vote, on interroge les militants, on le fait valider par les militants. Non, je dis ça parce que le bruit a couru qu'il fallait renoncer à un vote tout simplement en se mettant d'accord dans un espèce d'entre-soi. Pour moi, c'est pas possible. Ce sont les militants. La décision de faire un nouveau vote à l'automne a été prise devant les militants. Si on voulait renoncer à un nouveau vote, il faudrait solliciter les militants sur cette question. Nathalie Kosciusko-Morizet, les Échos écrivent cette semaine qu'aux amis que vous consultez, vous dites sans ciller que vous serez la première femme présidente de la République. Écoutez, ça c'est une légende. Ah bon, c'est un journal sérieux pourtant. Non, vous savez d'où ça vient ? Ça vient d'un portrait. Non, mais je vais vous raconter. Ça vient d'un portrait de Libé. Dans lequel la journaliste m'avait interrogée en me disant « Est-ce que vous voulez être président de la République ?» Et j'avais dit « Bah oui, comme tout le monde. » Sous-entendu, en politique, tout le monde a de l'ambition. Bon. Et elle avait tronqué, je me souviens très bien de l'interview, et ça avait fini en « ben oui ». Et donc depuis, c'est répété à l'envi. Ceci dit, moi je vous mentirais si je vous disais que j'ai pas d'ambition. Je trouve que les politiques qui racontent qu'ils n'ont pas d'ambition sont des gens extrêmement dangereux parce que ça veut dire qu'ils commencent par un gros mensonge. Merci à Nathalie Kosciusko-Morizet, invitée de Tous Politiques ce soir avec Vanessa Schneider et Bernard Pellegrin. Bonsoir. La semaine prochaine, vous retrouvez Marc Fauvel.